Tu crois être éveillé maintenant, en regardant cette vidéo, en fixant l'écran, persuadé de voir le monde tel qu'il est vraiment? Mais je dois te dire une vérité dérangeante. Peut-être que tout ce que tu appelles la réalité n'est rien d'autre qu'une hypnose collective. Peut-être que toute ta vie n'est qu'un rêve, soutenu par des croyances que tu n'as jamais osé remettre en question. Ma promesse est simple et brutale. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, certaines certitudes qui te donnent un sentiment de sécurité vont s'effondrer et tu ne pourras plus jamais regarder le monde de la même manière. Je me souviens de la première fois que j'ai vu le film Matrix. La scène où Neo découvre que le monde autour de lui n'était rien d'autre qu'un code, une illusion destinée à le maintenir captif, m'a paralysé. Pas seulement parce que c'était une fiction brillante, mais parce que cela a réveillé en moi une question que personne n'aime porter en soi. Et si ma vie était aussi un code? Et si ce que j'appelle le réel n'était qu'un château de cartes construit sur des croyances que j'accepte sans même m'en rendre compte? Le philosophe Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent dans un état de sommeil, tout en croyant être éveillés. Il affirmait que nos actions, nos pensées et même nos sentiments ne sont que des réponses automatiques, comme les reflets d'une machine programmée. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai ressenti de la colère. Comment ça, je ne suis pas libre? Comment ça, je ne suis qu'une marionnette de mes conditionnements? Mais plus la vie me confrontait à mes propres répétitions, plus la dureté de cette affirmation devenait évidente. Combien de fois as-tu juré de changer et tu n'y es pas parvenu? Combien de fois as-tu promis de prendre un autre chemin, mais tu es revenu exactement au même point? Cette prison invisible, c'est ce que Gurdjieff appelait le sommeil de la conscience. Et c'est là que la tension commence. Si ce que j'appelle réalité est filtré par mes sens et manipulé par mes croyances, qu'est-ce qui reste de vrai en moi? T'es-tu déjà demandé si ce moi que tu portes, le nom, la profession, les histoires que tu racontes quand tu dois te présenter, n'est pas qu'une coque fragile, un rôle appris, un masque collé sur toi par la vie? Et si le vrai moi n'avait jamais été vu? Pense à la façon dont ton esprit fonctionne. Tu te lèves, tu répètes les mêmes gestes, tu marches dans les mêmes rues comme sur des sentiers tracés depuis longtemps. Tu parles aux gens, tu réponds de manière prévisible, tu prends des décisions basées sur les mêmes idées. Cela ressemble-t-il à la liberté? Ou cela ressemble-t-il seulement à l'exécution d'un scénario écrit bien avant que tu en aies conscience? Certains diront que c'est ça, vivre. Mais je te demande, est-ce vraiment vivre ou simplement exister? Le choc que je veux provoquer en toi est le même que celui qui m'a frappé un jour. Peut-être que nous sommes tous plongés dans une réalité artificielle, un réseau d'illusions qui nous maintient dociles et distraits. Le monde paraît solide, mais il est tissé de perceptions limitées. Le temps paraît linéaire, mais il s'effrite quand on le regarde de près. Le moi paraît indivisible, mais il se fragmente en morceaux contradictoires. Et nous continuons à faire semblant que tout cela a un sens. Gurdjieff disait que le premier pas vers l'éveil est de reconnaître la prison. Celui qui ne voit pas qu'il dort ne cherchera jamais à s'éveiller. Et c'est là que surgit la question que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Sais-tu vraiment qui tu es? Ou vis-tu seulement à la surface, répétant des phrases, des émotions et des choix qui ne sont jamais nés de ton essence? Regarde-toi maintenant. As-tu choisi librement la vie que tu mènes? Ou as-tu simplement suivi des chemins tracés par d'autres? Combien de tes pensées sont vraiment les tiennes? Combien de tes désirs ont été plantés en toi par des voix extérieures, la publicité, la famille, la société? N'est-il pas troublant de penser que ce que tu appelles « moi » n'est peut-être qu'un collage d'influences invisibles? Et c'est là que le sol commence à trembler. Si tu n'es pas ce que tu crois être, si la réalité que tu perçois n'est pas vraiment réelle, où trouver un point d'appui? Ou découvrir un fragment de vérité qui ne se dissoudra pas comme de la fumée au premier souffle du doute? Ces questions ne sont pas théoriques, elles brûlent de l'intérieur. Elles déchirent les certitudes et t'obligent à regarder la vie autrement. Souviens-toi, as-tu déjà vécu un moment où tout a soudain semblé étrange?
comme si ce n'était pas à sa place. Une impression soudaine que la vie n'était qu'un théâtre mal monté. Peut-être en marchant dans la rue, en voyant les gens bouger comme des pantins prévisibles. Peut-être en pleine conversation, quand tes propres mots sonnaient faux, comme s'ils venaient d'un acteur répétant un texte et non de toi. Ces petites fissures dans la routine sont des brèches dans le tissu de l'illusion. C'est la vie qui murmure qu'il existe autre chose. Mais voici le point crucial. La plupart d'entre nous ne supportent pas ce vertige et retournent vite au confort des certitudes. Il est plus facile de croire que tout est à sa place, que le monde est solide, que tu sais qui tu es. Mais cette sécurité a un prix, vivre endormi, accepter des chaînes invisibles, comme si c'était la liberté. Je t'invite maintenant à soutenir ce vertige, à ne pas reculer devant lui. Car c'est seulement en supportant le doute jusqu'au bout que nous ouvrons un espace pour voir au-delà de l'évidence. Et crois-moi, ce qui existe derrière le voile est bien plus vaste que n'importe quelle certitude construite par l'ego. Le philosophe que j'ai cité plus tôt, Gurdjieff, disait « L'homme ne peut s'échapper de la prison qu'après avoir reconnu qu'il s'y trouve. » Et peut-être est-ce exactement ce qui t'arrive en ce moment. La prise de conscience dérangeante que quelque chose ne va pas dans ce que tu appelles le réel. Alors, je te demande, en plongeant dans ce silence qui s'ouvre entre nous, si tout ce que tu crois solide, vrai et permanent n'était qu'une illusion, que resterait-il de toi? As-tu déjà remarqué comment certaines vérités semblent s'approcher de nous en silence, comme si elles étaient cachées dans les interstices de la vie quotidienne? Parfois, ce n'est pas une grande révélation qui nous réveille, mais un détail presque banal. Une nuit blanche en repensant aux erreurs du passé. Un regard perdu dans le miroir, ou l'étrange impression de répéter encore et encore les mêmes schémas. C'est dans ces instants que le masque du moi commence à se fissurer, et tu découvres que tu ne te connais peut-être pas aussi bien que tu le croyais. Pense au nombre de fois où tu as promis de changer. Promis de prendre soin de ta santé, de commencer un nouveau projet, de te rapprocher de ceux que tu aimes. Et pourtant, tu as repoussé, remis à plus tard, jusqu'à retomber dans les mêmes habitudes. Tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu n'as pas réussi. Cela t'est-il déjà arrivé? C'est une scène commune. La personne qui veut perdre du poids, qui lit, s'informe, consulte des médecins, sait ce qu'elle doit faire, mais au moment d'agir, une force invisible la retient. Elle se surprend à dévorer ce qu'elle avait juré d'abandonner, se voit répéter les comportements qu'elle déteste, puis s'enfonce dans la culpabilité. Ce n'est pas un manque d'intelligence ni d'information. C'est la puissance cachée de programmes mentaux qui opèrent dans l'ombre, dirigeant les choix avant même que la conscience n'intervienne. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit comme une machine, répétant des actions automatiques sans s'en rendre compte. As-tu déjà ressenti ce pilote automatique? Peut-être en conduisant quand soudain tu ne te souviens plus des derniers kilomètres parcourus. Peut-être en plein conflit, quand tu te demandes ensuite « Pourquoi ai-je dit cela? Ce n'était pas ce que je voulais exprimer. » Combien de fois as-tu agi contre ce que tu jugeais le mieux pour toi? Ce conflit révèle que nous ne sommes pas un « moi » unique, mais des fragments, des parties de nous qui désirent des choses différentes, se contredisent et luttent en silence. C'est comme un théâtre intérieur où plusieurs voix se disputent la scène. L'une dit « Demain je commence ». Une autre répond « Ça ne marchera pas, abandonne ». Une troisième murmure « Tu n'es pas capable ». Et au milieu de ce vacarme, tu crois être le maître de ta vie. Mais si c'était vrai, serais-tu prisonnier de schémas que tu connais si bien? Le choc, c'est de comprendre que ta liberté est bien plus limitée que tu ne l'imaginais, que tu es poussé par des courants invisibles venus de l'intérieur. Et cela ne concerne pas seulement les choix personnels. Combien de fois réagis-tu à quelqu'un d'une manière que tu ne comprends pas? La colère qui explose avant que tu puisses la retenir, la tristesse qui surgit sans explication, l'angoisse qui envahit ton corps en pleine nuit. Ces états ne sont pas de simples faiblesses, mais les signes de force intérieure qui échappent au contrôle conscient. Freud comparait l'esprit à un iceberg. Seule une petite partie émerge, tandis que 95% restent cachés, silencieux, mais puissants.
C'est cette partie invisible qui gouverne nos émotions, sabote nos projets et répète les histoires que nous avions juré de quitter. Te souviens-tu de ces moments où tu t'es trahi toi-même? Tu avais peut-être promis d'être plus patient avec tes enfants ou avec tes parents vieillissants, mais dans la routine du quotidien, sans t'en rendre compte, les mêmes paroles dures ont franchi tes lèvres. Puis est venue la culpabilité, le sentiment d'échec. C'est dans ces instants que la vie nous montre combien nous dormons encore. Car si nous étions pleinement éveillés, nous maîtriserions nos réactions. Or c'est souvent l'inverse. Nous sommes conduits par des souvenirs refoulés, des blessures non guéries, des croyances ancrées depuis l'enfance qui façonnent nos réponses. Et c'est peut-être pour cela qu'à 40, 50, 60 ans, beaucoup ressentent un vide. Un vide qui n'est pas matériel, qui ne tient pas au manque de réussite, mais à l'absence de vraies rencontres avec soi-même. C'est la fatigue de vivre en fragments, de répéter des cycles qui semblent venir d'une autre vie. Comme si en chacun de nous existait un univers secret, plein de voix, d'émotions et de forces auxquelles nous n'accédons presque jamais. Mais ignorer cet univers ne nous libère pas. Au contraire, ce que nous refusons de reconnaître en nous continue à gouverner nos vies, tel un maître invisible qui ne se lasse jamais de tirer les ficelles. Combien de fois as-tu essayé de justifier un comportement que tu ne comprenais pas? C'est juste ma nature. Je suis comme ça. Ce sont des excuses qui masquent la peur de regarder plus profondément. Mais la connaissance de soi exige du courage pour affronter les ombres. Il faut accepter que le moi que nous présentons au monde n'est pas notre totalité, mais seulement une surface. Sous cette surface vivent des peurs, des désirs inavoués, des blessures jamais refermées. Et feindre que cela n'existe pas, c'est creuser davantage l'abîme. Imagine quelqu'un qui se souvient, dans le silence de la nuit, d'une humiliation vécue dans sa jeunesse. Des décennies se sont écoulées, mais la scène reste vive, influençant ses choix, bloquant ses gestes de confiance, sabotant ses relations. Ce souvenir n'est pas mort. Il est vivant dans l'inconscient et agit comme une prison invisible. Et toi, combien de souvenirs cachés continuent à diriger ta vie? Le choc, c'est de constater que nous sommes beaucoup moins libres que nous le pensons. Mais c'est précisément ce choc qui ouvre la possibilité de l'éveil. Gurdjieff affirmait que la connaissance de soi est le premier pas vers l'intégration. Ce n'est qu'en voyant en face les forces fragmentées qui nous habitent que nous pouvons commencer à les rassembler dans un centre plus profond, là où réside l'essence. L'essence n'est pas ce moi social, ce masque que nous portons pour survivre, mais l'étincelle qui porte notre véritable identité. Le problème, c'est que la vie moderne, surtout en cette année 2025, nous pousse toujours plus vers la distraction. Nous sommes entourés d'écrans, de notifications, de rendez-vous. Nous sommes trop occupés pour ressentir, réfléchir, simplement observer ce qui se passe en nous. Et dans cet excès de bruit, le sommeil de la conscience s'approfondit, jusqu'au moment où le corps n'en peut plus, où l'âme commence à crier. Viennent alors les crises d'angoisse, l'insomnie, les maladies psychosomatiques, les ruptures soudaines. C'est la vie qui exige un réveil. Et voici la vérité que beaucoup fuient. Il ne suffit pas d'accumuler des informations ou de lire des phrases inspirantes. Ce n'est pas la théorie qui transforme, mais la confrontation directe avec sa propre ombre. Que fais-tu quand tu comprends que tes plus grands ennemis ne sont pas les autres, mais les programmes silencieux que tu portes en toi? Que se passe-t-il lorsque tu découvres que la réalité extérieure n'est que le reflet de ce que tu as refusé d'affronter à l'intérieur? Voilà pourquoi la connaissance de soi fait mal. Elle détruit les justifications, déchire les récits, met à nu les faiblesses que nous préférerions cacher. Mais c'est aussi le seul chemin vers la vraie liberté. Car tant que tu ne verras pas qui tu es vraiment, avec toutes tes contradictions, tes peurs et tes fragments, tu resteras l'esclave d'une illusion. Et c'est ici que la question surgit, comme une coupure dans le silence. Si une grande partie de ta vie est mue par des forces inconscientes, si la réalité que tu perçois n'est qu'une interprétation filtrée, qui es-tu vraiment? T'es-tu déjà demandé ce qu'est réellement la matière? Ce que tu touches,
Ce qui paraît solide, ce qui te donne la sensation de fermeté et de sécurité, est-ce vraiment si solide que cela? Si tu plonges dans les atomes qui composent n'importe quel objet, tu découvriras un vide presque absolu. Le noyau, minuscule comme un grain de poussière au milieu d'un stade, concentre la masse, tandis que les électrons gravitent autour de lui à des distances incroyablement grandes. Entre eux, rien d'autre que de l'espace. Le monde est donc fait en grande partie de vide, mais nos sens persistent à nous présenter tout comme concret. N'est-il pas troublant de penser que la table sur laquelle tu poses tes bras, ou le corps que tu crois être le tien, ne sont en réalité qu'un souffle d'énergie organisé en vibration? Georges Gurdjieff disait « L'homme vit entouré d'illusions et appelle réel ce qui n'est qu'une projection de ses sens endormis. » Cette affirmation n'est pas une métaphore poétique, mais une description précise du piège dans lequel nous vivons. Nous confondons perception et vérité, apparence et essence, reflet et substance. Mais si la matière est un vide vibrant, pourquoi croyons-nous encore si aveuglément à sa rigidité? Et si cette dureté que nous sentons en heurtant un mur n'était que le choc d'électrons repoussant des électrons? Peut-être que l'inconfort le plus grand n'est pas de découvrir que la matière est de l'énergie condensée, mais de réaliser que tout ce que nous utilisons pour définir qui nous sommes, le corps, les possessions, les titres, repose sur cette même illusion. C'est comme si nous avions bâti notre identité sur des sables mouvants et que nous étions pourtant fiers de la solidité de notre château. Combien d'entre vous ont déjà ressenti que perdre un objet cher, une maison, un emploi, équivalait à perdre une part de soi-même? Mais si la matière est instable, si tout se transforme en poussière ou en énergie, est-il vraiment logique de s'y accrocher autant? Et toi, as-tu déjà vécu l'expérience de perdre quelque chose que tu croyais indispensable pour ensuite constater que la vie a continué? Partage-le dans les commentaires si tu as déjà dû laisser quelque chose derrière toi. Et ce que cela t'a révélé sur ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience nous conduit à une autre illusion encore plus profonde, celle de la séparation. Nous vivons convaincus que nous sommes des individus isolés, enfermés dans nos corps, propriétaires de nos histoires. Mais si tout est énergie, si au fond de la matière se trouve un champ vibrant, alors nous sommes inévitablement connectés. La physique quantique parle d'un vide quantique qui n'est pas vide, mais une mer de potentiel, où les particules apparaissent et disparaissent sans cesse. C'est de là que naît toute forme. C'est là que repose toute existence. Toi, moi, l'univers, nous sommes des variations de cette même onde. N'est-il pas étrange alors que parfois tu ressentes un lien inexplicable avec quelqu'un? Un pressentiment, une intuition, une sensation de partager quelque chose d'invisible avec une autre personne? Peut-être que ce n'est pas une coïncidence, peut-être est-ce simplement le champ qui nous entoure et qui nous montre que nous n'avons jamais été seuls. Le problème, c'est que notre esprit, entraîné par l'ego, insiste à croire à la séparation. Nous pensons que ma douleur est seulement la mienne, mon plaisir seulement le mien, mes problèmes seulement les miens. Mais que se passe-t-il si nous commençons à percevoir que chaque geste vibre dans le tout, que chaque pensée crée des ondes qui atteignent les autres? Ne serait-ce pas déjà suffisant pour repenser la manière dont nous traitons les personnes autour de nous? Et ici, je veux te provoquer. Crois-tu vraiment que nous sommes séparés? Ou as-tu déjà vécu des situations où tu as senti, de façon presque physique, que tu faisais partie de quelque chose de plus grand? Si cela t'est arrivé, raconte-le. Dans les commentaires, ton expérience peut aider quelqu'un à réaliser que ce lien existe. L'illusion de la séparation est confortable, car elle donne l'impression de contrôle. Je m'occupe de ma vie, tu t'occupes de la tienne. Mais c'est aussi elle qui nous enferme dans des solitudes profondes, qui pousse l'humanité à se voir comme des îles en guerre. Quand nous oublions que nous sommes connectés, nous cherchons du sens dans des murs, des frontières, des divisions. Pourtant, en essence, rien de tout cela n'existe. C'est comme un enfant qui insiste que son ombre est un ennemi, sans comprendre qu'elles naissent toutes deux de la même source de lumière.
Gurdjieff affirmait que le plus grand obstacle à l'éveil est justement ce faux sentiment d'être un moi séparé du tout. Il disait que l'homme vit en croyant posséder une unité, alors qu'il est en réalité divisé en des centaines de petites volontés conflictuelles. De la même manière, nous croyons que le monde est composé de fragments, alors que tout est un seul courant. Quelle différence cela ferait-il dans ta vie si tu croyais vraiment que la personne en face de toi est, à un certain niveau, une partie de toi-même? Maintenant, réfléchis avec moi. Si la matière est vide et si la séparation est illusoire, que reste-t-il? Peut-être ne reste-t-il que la conscience, une conscience qui crée, organise, relie. Une conscience plus grande que nos histoires personnelles, plus grande que nos pertes et nos victoires. Si cette conscience est réelle, alors notre vie n'est pas un hasard, mais une opportunité de se souvenir que, derrière la peur, la précipitation et la routine, il existe une unité qui soutient tout. Et toi, arrives-tu à ressentir cet appel? As-tu déjà eu des instants de silence où soudainement tu as perçu que tu faisais partie de quelque chose de bien plus vaste? Peut-être lors d'une marche au coucher du soleil, peut-être dans un moment de douleur où une main inattendue a serré la tienne. Ces instants sont des fissures dans le mur de l'illusion, et c'est par elles que la lumière entre. Si tu as déjà vécu cela, partage ton récit, non pas seulement comme un commentaire, mais comme un témoignage que l'invisible est aussi réel. La provocation finale est simple. Si tout est vide, si tout est connecté, si ce qui paraît solide n'est qu'une vibration, pourquoi résistons-nous encore autant à l'éveil? Pourquoi préférons-nous le sommeil des certitudes au vertige de la vérité? Peut-être parce qu'au fond, nous savons que reconnaître l'unité exigerait de changer notre manière de vivre. Échanger fait mal, mais ignorer la vérité, voilà ce qui nous coûte une vie entière de répétition. Et je te pose la question, es-tu prêt à soutenir ce vertige jusqu'au bout ou préfères-tu retourner au confort du rêve? Le temps. Ce petit mot porte en lui le poids de toute notre existence. Nous le traitons comme un fleuve qui coule dans une seule direction, passé, présent, futur. Mais est-ce vraiment le cas? Dès l'enfance, on nous apprend à croire à cette ligne continue, comme si la vie était une route droite où chaque instant disparaît, au moment même où il naît. Or, la physique moderne et, d'une certaine manière, les traditions spirituelles les plus anciennes nous rappellent que cette vision n'est qu'une illusion confortable. Einstein avait déjà démontré que le temps n'est pas absolu. Il se courbe, il se dilate, il se contracte. Près des corps massifs, l'horloge bat plus lentement. Pour celui qui voyage à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps ne passe pas de la même façon que pour celui qui reste. Ce qui semble une seconde, pour vous, peut-être 1000 ans, dans une autre perspective. Et ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science. Et si je vous disais que tout ce qui est déjà arrivé et tout ce qui arrivera se produit maintenant? Cela paraît absurde, mais c'est l'une des interprétations les plus audacieuses de la physique de l'espace-temps. Le passé et le futur ne se sont pas évaporés et n'attendent pas, ils coexistent, simplement hors de notre perception. Imaginez ceci, chaque instant de votre vie, cette étreinte d'enfance, cette perte douloureuse, ce moment où vous avez pris une décision qui a tout changé, continue d'exister quelque part dans le tissu de l'univers. Nous avançons comme des spectateurs qui ne voient qu'une seule image à la fois, mais le film entier est déjà là, complet. Pensez à l'impact que cela a sur votre vie. Combien de fois vous êtes-vous torturé en pensant « j'aurais dû faire autrement » ? Combien de nuits êtes-vous resté prisonnier d'un souvenir, croyant qu'il était à jamais perdu dans le passé? Mais si le passé existe encore, et si l'avenir est déjà, d'une certaine façon, inscrit, alors peut-être que la question n'est pas ce qui est passé ou ce qui viendra, mais depuis quel point d'observation vous regardez. Le présent cesse d'être seulement un passage, il devient un point d'accès. Et voici la question inévitable. Si le temps n'est pas linéaire, se peut-il que ce que nous appelons libre arbitre ne soit lui aussi qu'une demi-vérité? Georges Gurdjieff disait que l'homme croit être libre, mais qu'en réalité, il n'est qu'un esclave des circonstances internes et externes.
Il comparait notre vie à une machine qui répond à des stimuli. Quelqu'un nous blesse, nous réagissons par la colère. Quelqu'un nous flatte, nous répondons par la vanité. Nous appelons cela des choix. Mais combien de ces réactions nous appartiennent vraiment ? Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose en vous décidait avant même que votre raison ne réfléchisse ? Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que Gurdjieff avait déjà pressenti. Des études montrent que le cerveau prend des décisions jusqu'à 7 secondes avant que nous en ayons conscience. 7 secondes, cela signifie que lorsque vous croyez choisir, votre esprit inconscient a déjà programmé le mouvement. N'est-il pas inconfortable de penser à cela ? Combien de vos choix de vie ont vraiment été des choix ? Peut-être beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Combien de fois êtes-vous tombé amoureux d'une personne mauvaise pour vous, tout en sachant que cela ne marcherait pas ? Combien de fois avez-vous dépensé ce que vous ne pouviez pas, malgré vos promesses d'économiser ? Combien de fois avez-vous répondu avec agressivité alors que vous aviez juré de garder votre calme ? Ces situations montrent que, derrière la façade de la liberté, existe un scénario silencieux qui répète les mêmes schémas. C'est comme si nous jouions dans une pièce dont les rôles sont déjà définis, mais nous nous illusionnons en croyant improviser. Mais cela signifie-t-il que nous sommes condamnés, qu'il n'y a pas d'issue ? Gurdjieff disait aussi que la prison ne peut être brisée que lorsqu'on prend conscience qu'on s'y trouve. Reconnaître l'automatisme est la première étape vers la conquête d'un certain degré de liberté. C'est dans cet instant de choc, quand vous réalisez que vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensiez, qu'une brèche naît. C'est comme si la vie elle-même vous demandait « Veux-tu continuer à être emporté par le courant ou oses-tu ramer à contre-courant ?» Pensez maintenant au concept de destin. Combien de fois avez-vous entendu « C'était écrit » ? Combien de fois quelqu'un a-t-il justifié une tragédie ou une bénédiction en disant que cela devait être ainsi ? Cette vision fataliste peut nous réconforter, mais elle peut aussi nous paralyser. Si tout est déjà décidé, pourquoi agir? Pourquoi lutter? Pourquoi essayer? Mais si le destin n'était pas une sentence, mais un choix fait à des niveaux plus profonds de notre être, et si ce que vous appelez l'essence, cette partie de vous qui ne se réduit pas à l'ego, au nom, à la profession, à l'histoire, savait déjà quelles expériences seraient nécessaires à votre évolution, dans ce cas, ce n'est pas que l'avenir est gravé dans la pierre, c'est qu'il existe plusieurs versions, une possible, et que la conscience choisit laquelle expérimenter. Ici surgit la question la plus troublante. Si votre essence a déjà choisi certains chemins, jusqu'à quel point l'ego, cette petite voix que vous appelez « moi », peut-il résister? Combien de fois avez-vous insisté pour ramer à contre-courant et finalement, vous avez été emporté là où vous ne vouliez pas aller? Peut-être que ce n'était pas de la malchance, mais la vie qui tentait de vous apprendre une autre leçon. Mais nous résistons. Et dans cette résistance naît la souffrance. Rappelez-vous le moment où tout semblait échapper à votre contrôle. Cela a pu être une perte d'emploi inattendue, la fin d'une relation, la mort d'un être cher, des situations qui déchirent l'illusion que nous tenons la barre. Face à elles, l'ego crie, s'agite, refuse d'accepter. Mais lorsque le temps passe, lorsque la poussière retombe, nous réalisons souvent que c'était justement là un tournant. Combien d'entre vous, en regardant en arrière, voient que la douleur a été le début d'une transformation, que la perte a ouvert un espace pour quelque chose qui n'aurait jamais pu naître autrement? Alors, le destin est-il l'ennemi de la liberté? Ou bien l'invitation la plus profonde à nous aligner avec quelque chose de plus grand que nos caprices? Et si le libre arbitre n'était pas de faire ce que l'on veut, mais d'apprendre à écouter la voix de l'essence et à la suivre, même lorsqu'elle contredit l'ego? Imaginez un instant que vous puissiez voir votre vie comme un livre déjà écrit, mais dont les pages ne se révèlent qu'au fur et à mesure que vous les lisez. Vous auriez toujours l'expérience de choisir, de décider, de sentir la tension du doute. Mais à un certain niveau, le dénouement est déjà là. Cela vous effraie-t-il ou vous libère-t-il? Et voici la provocation. Si le temps n'est pas linéaire, si le libre arbitre est partiel, si le destin est un choix de l'essence, que signifie réellement être libre?
La liberté est-elle de pouvoir tout faire ou est-elle d'apprendre à faire ce qui naît de la partie la plus profonde et la plus vraie de nous-mêmes? Répondez à vous-même, car il se peut que ce soit dans cette question que votre vie commence à changer. Il existe un moment, dans tout voyage intérieur, où la sensation d'emprisonnement devient indéniable. Je ne parle pas de barreaux visibles ni de murs de pierre, mais des chaînes invisibles que nous créons à l'intérieur de nous-mêmes. Combien de fois avez-vous déjà eu l'impression que la vie était trop étroite, que vous tourniez en rond, répétant les mêmes erreurs, les mêmes douleurs, comme si vous étiez condamné à vivre dans un labyrinthe sans issue? C'est là que l'illusion de la prison se révèle. Non pas parce que le monde vous enferme, mais parce que vos propres croyances, vos peurs et vos attachements deviennent les barreaux qui vous retiennent captifs. La troisième dimension dans laquelle nous vivons ressemble à une scène. Tout semble concret, limité, fini. Les jours se succèdent, les obligations se répètent, les relations suivent des intrigues prévisibles. Mais si nous regardons plus profondément, nous voyons que cette dimension n'est qu'une fréquence, une parmi les réalités infinies qui vibrent dans le tissu de l'univers. Et voici le paradoxe. Nous croyons être prisonniers de cette scène comme des acteurs condamnés à répéter le même scénario. Pourtant, la prison n'est pas faite d'espace ni de temps, mais de notre manque de conscience. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est comme un prisonnier qui ne perçoit même pas sa condition. Il croit être libre parce qu'il peut se déplacer dans sa cellule, parce qu'il peut décorer les murs, parce qu'il peut choisir de se coucher ou de se lever. Mais il ne voit pas que l'espace est limité, que les choix sont illusoires. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons la cellule que naît la possibilité de chercher la clé. Et peut-être est-ce là le point central de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Il n'existe pas de prison plus forte que celle qui n'est pas reconnue. Avez-vous déjà vécu des situations où vous croyiez qu'il n'y avait pas d'issue, pour ensuite découvrir que la véritable barrière n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous? Peut-être dans une relation où la douleur se répétait, et vous pensiez que l'autre en était responsable, jusqu'à réaliser que vous étiez enfermé dans le même schéma. Peut-être dans un travail où vous vous sentiez étouffé, mais vous avez compris que la prison ne se trouvait pas dans l'emploi en lui-même, mais dans la peur d'oser le nouveau. Voilà ces cellules invisibles que nous construisons et que nous entretenons chaque jour avec nos pensées et nos émotions. Le plus surprenant, c'est que la prison peut se déguiser en sécurité. Souvent, nous restons dans des situations douloureuses parce qu'elles nous donnent une impression de stabilité. Ce qui est connu, aussi étouffant soit-il, semble moins menaçant que l'inconnu. C'est comme quelqu'un qui tient une clé en or dans ses mains, mais préfère rester enfermé, par peur d'ouvrir la porte et de découvrir ce qui se trouve au-delà. N'est-ce pas ainsi que vivent beaucoup de personnes, mais vient un moment où le cœur ne supporte plus. Le malaise devient constant, l'âme commence à crier, et aucune distraction n'est suffisante pour faire taire cette voix. L'anxiété, le sentiment de vide, la répétition des mêmes conflits surgissent comme des rappels que la cellule n'est pas naturelle, que la vie n'a pas été faite pour être un cycle de répétition. Et c'est à ce point de rupture que la conscience peut faire un saut. Si vous regardez en vous-même avec honnêteté, vous verrez que les chaînes qui vous emprisonnent le plus ne sont pas les personnes ni les circonstances, mais les peurs que vous entretenez. La peur de ne pas être aimé, la peur d'échouer, la peur de n'avoir aucune valeur. Et tant que ces peurs dominent, vous croyez être petit, limité, impuissant. Mais, et si ce n'était pas vrai? Et si votre essence était bien plus grande que n'importe quelle illusion construite par l'ego? Pensez à ce que cela signifie de vivre dans un univers où la matière est énergie, où la séparation est illusoire, où le temps n'est pas linéaire, où le destin est un choix profond de l'essence. Si tout cela est réel, alors la prison n'est qu'un tour de l'esprit, un voile posé sur les yeux. La réalité, aussi dure qu'elle paraisse, n'est qu'un reflet de ce que nous portons en nous. Et en transformant la conscience, nous transformons aussi le décor.
Combien d'entre vous ont déjà vécu cela dans de petits instants? Vous changez la manière de regarder une situation et soudain, la réalité semble changer elle aussi. Une personne qui paraissait hostile se montre soudain ouverte. Un problème insoluble trouve une issue inattendue. Une douleur profonde se révèle être un chemin d'apprentissage. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que lorsque l'on change l'intérieur, la prison commence à s'effondrer. Mais ne vous y trompez pas, reconnaître la prison est douloureux. C'est admettre qu'une grande partie de ce que vous croyez vrai n'était qu'un conditionnement. C'est affronter la solitude de constater que peu sont prêts à voir au-delà des murs. C'est accepter que la responsabilité du changement n'incombe à personne dehors, mais à vous. Cette responsabilité peut sembler un fardeau, mais c'est aussi la plus grande des libérations. Car si la cellule est construite par l'esprit, alors la clé se trouve également à portée de l'esprit. Et nous arrivons ici à ce point décisif. Que ferez-vous de cette clé? Allez-vous refermer les yeux feignant de ne pas avoir vu les barreaux? Ou aurez-vous le courage d'ouvrir la porte, même si l'inconnu vous donne le vertige? Voilà le choix qui distingue ceux qui restent endormis de ceux qui commencent à s'éveiller. Gurdjieff affirmait que l'éveil n'est pas confortable, mais qu'il est le seul chemin vers la véritable liberté. Car la liberté n'est pas faire ce que l'ego désire, mais s'aligner avec l'essence, avec ce qui est réel, avec ce qui vibre au-delà de l'illusion. C'est dans ce choix que la vie prend un autre sens, que la routine devient expérience consciente, que même la douleur se transforme en partie de l'apprentissage. Et je vous demande maintenant avec toute sincérité, êtes-vous prêt à regarder votre propre cellule et à faire le premier pas pour en sortir? Car si tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici a eu du sens pour vous, alors le prochain pas est inévitable. L'éveil ne se produit pas seulement avec des idées, mais avec la pratique. Et c'est de cela que nous allons parler ensuite. Comment transformer cette conscience en action? Comment appliquer dans le quotidien ce qui peut changer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur? Vous avez déjà compris la prison. Il est maintenant temps d'apprendre à utiliser la clé. Êtes-vous prêt pour cela? Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, une question a commencé à résonner. Tu ne regardes déjà plus le monde de la même manière. Tu ne peux plus croire complètement aux certitudes qui semblaient autrefois solides. Tu as compris qu'une grande partie de ce que tu appelles réalité n'est qu'une projection, un conditionnement, un sommeil de la conscience. Mais l'éveil ne peut pas rester un simple concept. Il est temps de transformer ce qui a été révélé en pratique vivante, en choix concrets qui, petit à petit, ouvrent un espace pour une nouvelle façon d'exister. Il n'existe pas de formule magique, il n'existe pas de raccourci, mais il existe un chemin, et il commence au point le plus simple et en même temps le plus difficile, l'attention. Gurdjieff disait que l'homme endormi vit comme une machine, réagissant automatiquement au monde, sans conscience de ce qu'il fait, ressent ou pense. Le premier exercice est donc de cultiver la capacité de s'observer. Pendant ta journée, au milieu des tâches les plus banales, boire un café, marcher jusqu'au travail, parler avec quelqu'un, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens maintenant? À quoi est-ce que je pense en cet instant ? Suis-je vraiment présent ou suis-je simplement en train de répéter des gestes mécaniques ?» Ce petit acte d'apporter de la lumière à l'intérieur commence déjà à dissoudre la prison invisible. La deuxième étape est d'apprendre à gérer le corps et la respiration. Le corps est l'encre que nous avons dans le présent. Combien de fois remarques-tu que tu respires court, vite, sans conscience? La respiration est le miroir des états intérieurs. Consacre quelques minutes par jour à simplement respirer profondément, lentement, en sentant l'air entrer et sortir. Ne sous-estime pas cela. Le simple geste de s'arrêter et de respirer peut interrompre un cycle d'anxiété, apaiser l'esprit et ouvrir un espace de clarté. C'est dans ces instants de pause que tu commences à reprendre le commandement de toi-même. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder à l'intérieur. La transformation exige aussi de revoir la manière dont tu te relis au monde. Combien de fois réagissons-nous automatiquement avec colère, impatience ou jugement? Essaie, lors du prochain conflit,
d'offrir une seconde de silence avant de répondre. Ce bref intervalle peut suffire pour ne pas répéter les vieux schémas. Choisir de se taire quand tout en toi veut crier, ou répondre avec empathie quand l'élan est d'attaquer, est l'une des façons les plus pratiques de briser l'automatisme. C'est dans ces moments que la conscience remplace le pilote automatique. Un autre exercice puissant consiste à observer tes croyances. Demande-toi, quelles histoires est-ce que je me raconte sur qui je suis? Combien de ces histoires me renforcent et combien me gardent simplement prisonnier? Écris dans un carnet les pensées qui reviennent le plus souvent dans ta journée. Je n'y arriverai pas, ça ne marchera jamais, je suis comme ça. Lis-les à voix haute et demande-toi, est-ce vrai ou seulement un programme qui tourne en arrière-plan dans mon esprit? Le simple fait de nommer affaiblit déjà l'illusion. Il est aussi fondamental de cultiver le silence intérieur. La vie de 2025 nous bombarde d'informations, de notifications, de bruit sans fin. Mais l'essence ne parle pas dans le bruit, elle parle dans le silence. Consacre un moment de ta journée à te déconnecter. Éteins les écrans, ferme les yeux, assieds-toi en silence. Peut-être qu'au début viendront l'inconfort, l'agitation, mais persiste. Petit à petit, cet espace de silence deviendra un refuge où ta voix la plus profonde pourra être entendue. Souviens-toi aussi de l'importance du corps comme instrument. Gurdjieff enseignait des exercices de mouvement, parce qu'il savait que nous ne sommes pas seulement un esprit, mais une triade de corps, d'émotions et de pensées. Prends donc soin de ton corps. Marche en plein air, ressens la nature, bouge consciemment. Marcher sans hâte, sentir chaque pas, peut être aussi transformateur que des heures de lecture. C'est dans la simplicité du corps présent que l'esprit commence à s'apaiser. Il y a également un aspect spirituel dans cette pratique. Quelle que soit ta croyance, cultive la connexion avec quelque chose de plus grand. Cela peut être à travers la prière, la méditation, la contemplation de la nature ou un geste de gratitude au réveil et avant de dormir. L'important est de se rappeler que ton essence n'est pas isolée, mais qu'elle fait partie d'une réalité plus vaste qui soutient et donne sens à l'existence. Ce lien avec le tout fortifie l'esprit et donne du courage pour affronter les tempêtes. Mais rien de tout cela n'aura d'effet sans continuité. L'éveil ne se produit pas en un jour, mais dans l'effort constant de se souvenir, de s'observer, de s'aligner. N'attends pas la perfection, attends la persistance. Un petit pas par jour suffit, à condition de le faire en conscience. Et chaque pas ouvrira un peu plus la porte de la cellule. Maintenant, demande-toi avec honnêteté, es-tu prêt à pratiquer? Es-tu prêt à observer tes pensées, à prendre soin de ta respiration, à cultiver le silence, à transformer tes relations? Parce que toi seul peux franchir cette porte. Personne ne le fera à ta place. Et c'est ici que je laisse l'invitation. Si cette vidéo t'a touché, si une partie d'elle a allumé quelque chose dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous. Laisse ton j'aime, car cela nous aide à partager ce message avec plus de personnes qui vivent peut-être la même prison. Et partage dans les commentaires tes expériences, tes doutes, tes petites victoires sur le chemin de la conscience. Ta voix peut être le phare qui éclaire quelqu'un encore dans l'obscurité. Tu as la clé en main, utilise-la.